Depuis plusieurs jours, Alain Escada explore les Epstein Files. Prince, chef d'État, politicien français, banquier, star d'Hollywood. Tout semble pris dans le même cloaque. Pour lui, quand une société tourne le dos à Dieu, ses élites finissent souvent par servir autre chose. Ce dossier révèle bien plus qu'un scandale. C'est le miroir d'une civilisation qui, en rejetant Dieu, se retrouve face au diable. L'affaire Epstein, est-ce l'avènement de l'Antéchrist? Est-il parmi nous? Quel était le rôle d'Epstein auprès de Satan? À ces questions répondra Alain Escada de Civitas International. Vous êtes sur Géopolitique Profonde, générique. Nous sommes en guerre. Mais l'engrenage est parti, la guerre mondiale a commencé. Il ne faut pas avoir peur. Bonsoir à tous, c'est sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On va parler de l'Antéchrist et d'Epstein, comme évidemment Apolline de Malherbe n'osera jamais le faire. Elle ne fait même pas la liaison entre les deux. Nous, si on va en parler avec Alain Escada ici présent, mais avant ça, n'oubliez pas, adhérer au club Géopolitique Profonde, les plus grands, les meilleurs, les seuls, les uniques. Ils sont Sylvain Ferreira, Xavier Moreau, le maître du logo, Xavier Coquille, Gérard Chevrier et tous les autres. Et je sais que bientôt, Alain Escada aussi. Vous cliquez sur le lien ci-dessous, 7 jours d'essai gratuit. Après ça, vous recevrez la carte Gold et l'option, la nouvelle option audio existe et elle est vraiment utilisée par tout le monde. Si vous ne voulez pas lire mais préférez écouter, eh bien vous le pourrez. N'oubliez pas les néoconservateurs, Laurent Ozon, toujours présent aux éditions Géopolitique Profonde. Cher Alain, cette affaire, elle est hallucinante, mais je remarque une chose, c'est qu'aucun média ne fait vraiment cette liaison. C'est Epstein et le satanisme. Il est certain qu'on ne peut pas comprendre ce qui se passe sans aller jusqu'au bout de la perception, c'est-à-dire qu'il apparaît de plus en plus qu'il y a eu des sacrifices d'enfants, de plus en plus de témoignages font référence au fait que l'on a même mangé des enfants. Je rappelle quelques phrases que l'on trouve parmi tout ce qui est disponible dans les Epstein Files. Alors en mai 2013, Epstein propose dans un courriel un enfant brésilien tout juste arrivé, sexy, 9 ans. Dans un autre mail du 24 octobre 2016, il écrit « C'était un magnifique vieux mâle, belle chasse. Mes banquiers devraient être plus prudents. » Qu'est-ce que ça signifie? Chasse à quoi? Pas chasse à court d'enfant, peut-être. Voilà. Chasse en tout cas, vraisemblablement, à être humain. Barry Josephson, qui est un mania d'Hollywood, écrit à Epstein « Tout ce dont tu as besoin, c'est un peu de sang pour rajeunir. » On revient évidemment à une émission que j'avais faite avec toi, c'est sur la parabiose hétérochronique, que les gens appellent communément... on ne dira pas le mot, voilà, on est sur donc, YouTube. On y est, Peter Thiel, qui est l'un des partenaires d'Epstein et de Ehud Barak dans différents projets, est notamment l'un des promoteurs de la parabiose hétérochronique, de l'idée que l'on peut, en se faisant transfuser du sang ou en le consommant, en le buvant, rajeunir. C'est une vieille marotte de toute une série de milieux transhumanistes parmi les milliardaires. Je vais faire les liens tout à l'heure avec Peter Thiel dans différents domaines, entre Peter Thiel et Ehud Barak et Epstein, c'est frappant. Je rappelle que hier, la parlementaire américaine Lauren Boebert a déclaré sur un plateau de télévision « Certains mots codés laissent entendre qu'Epstein et ses associés auraient pu se livrer à des actes de consommation de chair humaine. »
du cannibalisme. Du Qu'est-ce cannibalisme. que, dans le satanisme, signifie le cannibalisme? Ah mais c'est le sacrifice ultime, c'est le sacrifice au mal, c'est le sacrifice qu'on a pu voir dans le culte de Moloch, c'est aussi dans la Bible. Cela démontre vraiment la phase ultime de la participation à un culte satanique sans plus aucun tabou. Et donc évidemment, ça nous relie aussi à des gens comme Marina Abramovic, qui a été très proche de Bill Gates. Elle a travaillé pour Google, elle est une grande prêtresse du satanisme, elle est proche évidemment des Rothschild, elle est notamment en photo avec Lord Rothschild devant un tableau intitulé « Satan convoque ses légions ». On va le montrer de ce tableau-là. Voilà, elle est, c'est pas celui-là, c'est le prochain, encore le prochain, voilà, c'est celui-là. Voilà, c'est ce grand tableau. Elle est là. Non, avant. Ça, c'est Pamela Mundi. Avant. Là, voilà, le beau tableau. Voilà. Donc là, on voit Marina Abramovic avec Lord Rothschild. Il ne pose pas par hasard devant ce tableau. Qui est ce Lord Rothschild? Alors, Lord Rothschild, c'est bien sûr celui qui est une pièce maîtresse dans la famille Rothschild. Il est décédé maintenant, mais évidemment, on va voir que dans les ramifications d'Epstein, les Rothschild sont déterminants. Ariane de Rothschild, la Banque Edmond de Rothschild. Et d'ailleurs, celui-ci avait des mots qu'on a retrouvés il n'y a pas très longtemps sur la crise sanitaire et sur l'implication des élites dans la crise sanitaire. C'est fou, hein? Oui, tout à fait. Systématiquement, on voit bien que plusieurs membres de la famille Rothschild ont joué un rôle prépondérant dans la mise en place de tous les fléaux qui ont frappé notre société. Mais ce cannibalisme, et ça c'est très important d'en parler, le Christ est venu sur terre parce qu'il se sacrifie pour le monde. Oui. Avant lui, les gens sacrifiaient d'autres gens. Et après lui, un peu après lui, tant qu'ils n'ont pas connu son message, on sacrifiait. Oui, tout à fait. Ça veut dire que... Toutes les sociétés païennes, toutes les sociétés... Si lui s'est sacrifié pour le monde, voilà, c'est le Christ, c'est le message du Christ. Ceux qui sacrifient l'être humain en connaissant le message du Christ, c'est parce qu'ils font le contraire de ce que le Christ demande. Bien sûr. Ils sont les soldats de l'antéchrist. Bien sûr. Donc si M. Epstein et ses amis sont dans le cannibalisme, c'est qu'ils sont les soldats de l'antéchrist. C'est évident, ce sont des messes noires, ce sont des pratiques parmi les pires de l'organisation satanique. Je rappelle que différentes personnes d'Hollywood ont parlé de ce sujet. Quelqu'un comme Rosine Barr, par exemple, qui a été une vedette d'une grande série populaire et familiale, le Rosine Show, a parlé à l'émission de Tucker Carlson en 2024 du fait qu'à Hollywood, on mangeait des bébés. Elle l'a dit, et elle a dit qu'on la prenait pour folle, alors que les choses étaient évidentes. Jim Caviezel a parlé du sujet, Mel Gibson a parlé du sujet. Tout récemment, la chanteuse l'égérie du rap américain Nicki Minaj a parlé de ce sujet, a dit que dans un message sur X Twitter, elle a dit que toutes les grandes vedettes que les gens suivent, aiment, sont majoritairement des adeptes de la consommation de bébés. De consommation de chair, de consommation de sang humain. Donc il y a vraiment disons un mouvement qui commence à se développer aux États-Unis dans le monde du showbiz pour révéler cela. Tout récemment, c'est Roger Avary, un scénariste oscarisé, qui lui aussi sur un plateau a parlé du fait qu'il croyait bien au fait qu'à Hollywood le culte de Moloch était toujours en cours. Donc on entend aussi toute une série de témoignages, notamment dans le milieu du rap, de gens qui disent avoir signé un pacte avec le diable pour réussir leur carrière professionnelle. Donc les éléments s'associent et on voit bien que dans le cadre de l'affaire Epstein, il y a ces éléments de pédocriminalité qui s'associent à des éléments
de sacrifice d'enfants. Par ailleurs, évidemment, on voit bien que le monde du show business a toujours été extrêmement présent autour d'Epstein. Il sort par exemple fréquemment avec Woody Allen dans tout ce que l'on voit comme effet des éléments dévoilés. Quand je vois quand même Jacques Lang qui nous dit « Ah mais c'est Woody Allen qui va présenter Jeffrey Epstein » alors que Woody Allen a quand même un passif, enfin, et pas n'importe quel passif en plus. C'est très clair, et il faut remarquer que dans les éléments que les Epstein Files ont dévoilés, il y a cet échange entre Epstein et Woody Allen, au cours duquel Epstein écrit à Woody Allen pour lui dire « Il faut qu'on se retrouve à Paris pour le congrès des pédophiles ». Ah bon? Oui. Le congrès des pédophiles. Le congrès des pédophiles. Il donne rendez-vous à Woody Allen à Paris pour le congrès des pédophiles. C'est quoi? C'est un mail C'est un mail que l'on retrouve, que l'on peut facilement retrouver dans les documents dévoilés par la justice américaine. Et ce même Woody Allen est par ailleurs présent à une réunion organisée par Jeffrey Epstein avec Ehud Barak, ancien premier ministre israélien, et avec Thomas Pritzker, qui est un milliardaire, notamment propriétaire des hôtels Hyatt. Alors, faut montrer, parce que tu as fait un très très gros travail. Montre ça à la caméra, voilà, elle est là. C'est du manuscrit, mais... Voilà, on peut même faire un petit zoom. C'est vraiment... c'est le spectre dans James Bond, hein. Ah là, vous avez vraiment la toile des plus importants contacts d'Epstein à travers le monde pour l'organisation de ces multiples méfaits. Parce que donc, en soi, il faut bien mesurer qu'il y a plusieurs strates dans les activités d'Epstein. Donc il y a tout ce qui relève de la pédocriminalité et des perversions sexuelles les plus diverses. Il y a aussi tout ce qui relève du domaine de la politique et de la géopolitique. Il faut qu'on prenne aussi conscience que Epstein s'est beaucoup occupé des questions politiques internationales. Il a voulu s'implanter en Russie, mais il n'a pas réussi. Il n'a pas réussi, et ça justement, il faut le dire. C'est aussi une gifle qu'il faut faire à ceux qui parlent d'Epstein agent russe. Il y a deux pays dans lesquels il n'est pas parvenu à s'implanter, c'est en Russie et en Chine. Alors d'ailleurs, il y a une anecdote croustillante dans les Epstein Files au sujet de la Chine. Il écrit dans un mail que il a rencontré une série de diplomates chinois et que ceux-ci n'imaginaient pas que l'assistante qu'Epstein avait choisie parlait parfaitement 3 dialectes chinois. Si bien que les diplomates chinois, tout au long de la conversation, lui faisaient des grands sourires, mais au gré de l'arrivée de chacun des diplomates chinois, chacun disait au nouvel arrivant « Méfie-toi de ce chien de juif ». Donc, c'est eux qui le disent, c'est pas toi qui dis ça. Bien entendu. Voilà. Je dis ça pour YouTube, parce que YouTube ne prenne pas au premier degré. Évidemment. Mais donc c'est symptomatique du fait que Epstein écrit cela. Epstein écrit que donc, en fait ça traduit bien le fait qu'il était impossible pour lui de pénétrer la Chine, parce qu'il y avait vraiment une barrière qui s'était faite. Il avait une image extrêmement négative qui l'empêchait d'avancer en Chine. Quant à la Russie, on voit bien aussi que dans tous les échanges disponibles, régulièrement, il demande à ses contacts d'essayer de lui trouver le moyen d'entrer en Russie. Il n'y parvient pas. Il y a deux personnages clés qui sont sollicités par lui pour entrer en contact avec Lavrov. C'est Miroslav Lajak.
Miroslav Lajčák, c'est, je rappelle, l'ancien ministre slovaque des Affaires étrangères. Il a aussi été président de l'Assemblée générale des Nations Unies en 2017 et en 2018, donc c'est une grosse pointure. Il était, jusqu'à il y a quelques jours, conseiller de la sécurité nationale slovaque. Il a dû démissionner suite aux révélations concernant son implication dans les réseaux Epstein. Et donc, il avait été sollicité par Epstein pour entrer en contact avec Lavrov. Il y a d'ailleurs une anecdote très significative dans un échange entre Epstein et lui. Epstein lui demande de ramener un t-shirt dédicacé par Lavrov et lui promet que s'il obtient ça, il aura les filles qu'il attend. C'est dingue. Hein. Les filles qu'il attend. Oui. Et donc, un autre personnage qui a été sollicité par Epstein pour entrer en contact avec Lavrov, c'est Thorbjørn Jagland. Je rappelle que Thorbjørn Jagland, c'est l'ancien secrétaire général de l'Europe, c'est l'ancien premier ministre de Norvège et c'est l'ancien président du comité Nobel. Donc vraiment une très grosse pointure. Là encore, Epstein s'adresse à lui avec insistance, sachant qu'il va se rendre en Russie, et lui demande s'il peut lui trouver le moyen d'établir un contact direct avec Lavrov. Et en fait, ce contact direct avec Lavrov ne va jamais se dérouler. En tout cas, aucun élément dans les Epstein Files ne permet d'établir le moindre C'est bien contact. de le dire, et il faut le dire et le répéter, parce que les grands médias nationaux, évidemment, expliquent que monsieur Epstein était un agent du FSB. Ils sont, voilà, on s'est dit ils sont capables, ouais, ils l'ont fait. Ils sont capables de tout. Ils l'ont fait. Monter, il en restera toujours quelque chose. Et tout ça, c'est totalement faux. Voilà. Absolument, ça c'est indéniable, c'est une supercherie des médias et du pouvoir pour établir un contre-feu. Et par contre, les médias ne disent rien ou pas grand-chose des contacts authentiques, ceux-là, entre Epstein et l'Ukraine. Contacts multiples. Alors, il était par exemple très ami avec le milliardaire Len Blavatnik. Il était aussi évidemment en contact avec toute une série d'agences de mannequins. Et là, c'est aussi un élément intéressant de voir comment il recrutait ses victimes. Ces victimes sont de différents âges, de différents milieux sociaux aussi. Et donc, on observe qu'en Ukraine, il a beaucoup travaillé avec des agences de mannequins. Dans l'un de ses mails, il parle de telle agence de mannequins en disant « celle-là peut nous fournir 400 filles ». Dans d'autres situations, là on est dans l'exploitation de jeunes filles ou d'enfants de milieux très défavorisés. C'est notamment le cas aux États-Unis, où il va promettre soit aux jeunes adolescentes, soit à leurs parents de fournir à ces jeunes filles une carrière dans le mannequinat, de leur payer des études, de leur payer des écoles. Et d'ailleurs, dans les extraits de comptes, notamment de ces comptes à la Deutsche Bank, il y a des traces de ces paiements pour frais de scolarité. On se demande bien quel frais de scolarité c'était. Évidemment. Alors dans une autre situation, eh bien, il y a évidemment les enlèvements d'enfants. Et là, il faut souligner que, à ma connaissance, il n'y a à ce jour que la Turquie qui a entamé une véritable démarche juridique. Des procureurs ont été désignés pour enquêter sur les enlèvements d'enfants en Turquie pour les réseaux Epstein, et une commission d'enquête parlementaire est en train de se former. Est-ce que l'on sait ce qu'on peut-être sont devenus ces enfants? Est-ce que peut-être il y a malheureusement un charnier peut-être ou des charniers? Alors, je fais la liaison avec un des documents qui était présent dans les Epstein Files. À un moment, Epstein commande
1200 litres d'acide sulfurique pour son île privée. Alors bien sûr, ça n'est pas une preuve en soi, mais il y a un faisceau évidemment d'éléments qui permettent de se demander dans quelle mesure cet acide sulfurique n'est pas destiné à faire disparaître les corps. Il ne disait pas pousser des carottes. C'est faut évident. dire les choses. C'est évident. Je souligne qu'au niveau de la Turquie, les procureurs et les parlementaires qui ont poussé à la création d'une commission d'enquête ont souligné que entre 2008 et 2016, il y avait officiellement 104 000 enfants qui avaient disparu en Turquie, entre 2008 et 2016, notamment dans les orphelinats. Donc c'est toujours cette même trame que l'on retrouve partout, comment dans les orphelinats on va chercher des enfants que personne ne viendra réclamer. Est-ce que ces enfants ont un type? Parce qu'on sait que... pourquoi on prend aussi des jeunes ukrainiennes ou ukrainiens parce qu'on sait qu'ils sont blonds, yeux bleus? Est-ce que peut-être qu'il y a peut-être c'est une signification pour ces gens? En fait, dans tous les éléments de commande d'enfants ou de jeunes filles, voilà, quels que soient les âges, on voit qu'il y a eu des réseaux qui ont fonctionné en Turquie, en Albanie, dans les pays de l'Est, en Asie. Voilà. Partout, on a été chercher, en Amérique latine, partout, on a été chercher des enfants ou des jeunes femmes. Il y a un élément qui revient à plusieurs reprises dans les Epstein Files. Epstein ne voulait pas de filles noires. Il le dit à plusieurs reprises. Il le dit notamment dans un échange qu'il a avec Olivier Colomb, le diplomate français qui a été conseiller de Sarkozy, qui a été... un bailleur de fonds, un chercheur de fonds de campagne pour Bruno Le Maire, qui a été conseiller international puis secrétaire général du groupe Edmond de Rothschild, qui a aussi été au conseil de surveillance d'Euronews, et qui est également présent au Forum économique mondial de Davos. Sur le site du Forum économique mondial de Davos, il y a d'ailleurs une fiche de présentation d'Olivier Colomb. Et enfin, Olivier Colomb, qui est aussi apparemment le conseiller Afrique de Marine Le Pen, en tout cas jusqu'il y a peu. Ah bon? C'est aussi le conseiller Afrique de Marine Le Pen. C'était le conseiller Afrique de Marine Le Pen. C'est notamment le site d'enquête Africa Intelligence qui a révélé l'information il y a quelques jours. Donc c'est un élément aussi qui montre l'amplitude des liens d'Olivier Colomb. Et donc Olivier Colomb, dans un échange de mails avec Epstein, parle de ses désirs d'assister à une fête d'Epstein. Epstein se met à comparer les femmes aux crevettes. Et il écrit à Colomb, c'est comme avec les crevettes, il faut jeter la tête et conserver le corps. Qu'est-ce que ça signifie? Message particulièrement ambigu. Et la conversation par courrier électronique continue. Et Epstein, à un moment, dit « Les seules crevettes que je n'ai pas envie de sentir, ce sont les crevettes noires. » À quoi Colomb répond « Une fois de plus, nous sommes bien d'accord. » Mais donc, dans tous les cas, on voit bien, les connotations sont permanentes. En fait, que ce soit avec toutes ces personnalités politiques, diplomatiques, il faut bien avoir en tête que, même s'ils sont tous à l'heure actuelle dans le déni, prétendent tous qu'ils n'ont parlé que de politique, que d'économie, que de placement d'argent, les échanges de mails ou de SMS ou d'e-messages confirment que tous ont eu des conversations à caractère sexuel à un moment ou l'autre avec Epstein. Tous. Et donc, et aussi qu'aucun ne peut prétendre qu'il ne savait pas qui était Epstein. Tous ont maintenu leur relation avec lui bien après 2008, sa première condamnation, et généralement jusqu'en 2019, au moment de son arrestation. C'est le cas particulièrement aussi de Steve Bannon,
Steve Bannon avait normalement un déjeuner avec Epstein le jour de son arrestation, et donc lorsque Epstein se fait arrêter à l'aéroport de New Jersey, il envoie un message à Steve Bannon pour lui dire « tout est annulé », faisant comprendre qu'il n'y aura pas de déjeuner et que la suite s'annonce difficile. Moi, je vais te dire une chose, c'est Ashkénazes, comme ils disent, ont un problème quand même avec la sexualité et les enfants. M. Epstein, M. Cohn-Bendit, M. Polanski, bon lui il n'est pas totalement, mais quand même, les Kouchner, compagnie, les Lang, et d'autres noms encore qui m'échappent. Oui, il y a une évidence qui saute aux yeux. Pourtant, c'est pas écrit dans l'Ancien Testament, tout ça. Non, c'est une Donc, évidence. d'où ils sortent ces vices, on va dire. C'est une question qui mérite d'être posée, sur laquelle il y a énormément de tabous. On peut simplement, pour l'instant, établir des faits, puisque voilà, la police de la pensée fait que dès que l'on avance un peu plus dans ce sujet, on est très vite envoyé à la 17e chambre. Bien sûr. Mais il y a quand même un fait qui, hélas, voilà, il y a une... Ils n'ont pas appris ça en Pologne, pourtant, je comprends pas, en fait. D'où vient... Mais oui, mais il faut se rendre à l'évidence. J'en ai même parlé avec d'autres. On a l'impression que c'est culturel, quasiment, quoi. Non? En tout cas, c'est très curieux. Je vais souligner différents éléments aussi par rapport aux familles royales, par rapport et plus généralement par rapport à la fascination qu'Epstein exerçait sur des femmes très influentes. Je précise que ces familles royales sont souvent protestantes. Alors elles sont, oui, là... Ah oui, les Norvèges, souvent, anglaises... Mais pas que, hein, il faut savoir que ça c'est quelque chose qu'on n'a pas souligné dans les médias francophones, mais même Juan Carlos a déjeuné avec Epstein, hein, donc il y a un échange de mails où Epstein parle de son dîner qui se fera demain avec le roi Juan Carlos. Évidemment, on a en tête la duchesse d'York et le prince Andrew. Il faut souligner quand même que la duchesse d'York, dans un des messages qu'elle adresse à Epstein, dit à quel point elle a envie de l'épouser. C'est quand même assez délirant. Il y a évidemment la princesse Sofia de Suède. Alors, il faut rappeler qu'elle était, avant de devenir princesse, une actrice. Ah bon? Et oui, ça aussi. En fait, la particularité aussi de plusieurs de ces princesses, c'est qu'elles ne sont pas du Gotha. Elles ont été des filles choisies parce qu'elles étaient, on va dire, belles et expérimentées. Mais pas parce qu'elles étaient de bonne famille. Et donc, par exemple, la princesse Sofia de Suède, c'est intéressant de le noter, Epstein a fait sa connaissance via une dame qui s'appelle Barbro Enbom. C'est une femme d'affaires suédoise, professeure à l'école d'économie de Stockholm. Elle avait même créé une fondation pour financer les études de jeunes filles en économie, et elle amenait régulièrement ses étudiantes chez Epstein. Et il y a un échange qui est particulièrement intéressant là aussi. Elle invitait ses étudiantes à également convier des amis pour le peu qu'elles soient jolies. Toutes devaient venir en tenue très courte, jambes nues très montrées. Et il y a un échange, un témoignage où l'une des amies d'une étudiante directe de Barbro Enbom demande pourquoi faut-il s'habiller comme cela, et l'une des étudiantes de Barbro Enbom répond parce que ce soir nous allons chez un milliardaire pédophile. Et elle écrit ça, chez un milliardaire pédophile. Donc tout le monde savait, et c'est cette Barbara Enbom qui va présenter celle qui est aujourd'hui la princesse Sofia de Suède à Epstein, lorsqu'elle est candidate à devenir actrice à Hollywood.
Et cette Barbara Enbohm, pourtant donc une espèce de chasseuse de chair fraîche pour Epstein, eh bien, va être même invitée au mariage de la princesse Sophia de Suède. Elle a vraiment l'accès complet au Gotha. Voyez, la princesse Mette-Marit de Norvège, elle aussi, elle a d'abord eu un premier mariage, des activités. Elle est complètement fascinée par Epstein. Elle lui écrit des messages qui sont clairement des messages amoureux. Mais pour montrer à quel point ce type de monarchie est complètement décadente, elle écrit par exemple à Epstein pour lui demander s'il considère que du papier à tapisser représentant des femmes nues pour la chambre de son fils de 15 ans est une bonne idée. Vous voyez, les monarchies scandinaves, il n'y en a pas une d'elles qui était descendée de l'empereur Napoléon? Je sais plus. Ah, c'est plus de Bernadotte. Ouais, voilà, c'est ça. Oui, voilà. C'était oui. Norvège, Suède, je sais plus. Je vais pas dire de bêtises. Non, mais ce qui démontre que c'était des fausses monarchies. C'est pas des monarchies qui viennent du 5e siècle, comme en France, bien sûr. avec Clovis. Et puis, de toute façon, voilà, dans les cas de ces deux princesses, elles ne sont pas issues du Gotha. Et bon, on voit aussi les effets de ces mariages. On peut dire que c'est la même chose avec les Anglois aussi. Oui, tout à fait, bien sûr. Hein. Il faut aussi rappeler que même du côté des pays arabes ou des pays musulmans, les contacts ont été nombreux entre Epstein et ces milieux-là, hein, que notamment Epstein était dans les meilleurs termes avec le sultan Ahmed bin Sulayem, qui est notamment le président de l'opérateur portuaire des Émirats Arabes Unis. Hein, et donc, c'est le sultan Ahmed bin Sulayem qui a mis Emmanuel Macron en contact avec Epstein. Vous voyez, Epstein a aussi énormément de contacts avec des politiciens turcs, notamment avec Ahmet Davutoglu, qui est l'ancien ministre turc des Affaires étrangères. Et en fait, c'est frappant aussi de voir qu'il a soigné son carnet d'adresses politiques ou géopolitiques, particulièrement auprès des diplomates et des anciens ministres des Affaires étrangères. On voit une quantité impressionnante de diplomates et d'anciens ministres des Affaires étrangères qui sont liés à lui. Oh, la liste, elle est vraiment impressionnante, hein, mais par exemple, un intervenant que l'on cite beaucoup, c'est Terje Rod Larsen, qui est l'ancien ministre norvégien des Affaires étrangères. C'est lui qui a présenté initialement Steve Bannon à Epstein. C'est lui aussi qui a établi le lien entre Epstein et Borgebrand, qui est le PDG du Forum économique mondial de Davos. Je rappelle quand même qu'il y a en ce moment des éléments importants qui sont sortis sur les liens entre Epstein et le PDG du Forum économique mondial de Davos, que, évidemment, le Forum économique mondial de Davos a déclaré mettre en place une enquête interne et que, en attendant le résultat de cette enquête interne, son PDG ne démissionne pas. Mais la question c'est: combien de gens du Forum économique mondial de Davos sont en réalité cités dans les Epstein Files? La quantité est impressionnante, y compris dans le domaine des scientifiques, parce qu'il faut aussi dire que parmi les souhaits d'Epstein, il y avait le fait de mettre à sa botte une série de gens du monde scientifique, de les corrompre par des affaires de mœurs, d'ensuite pouvoir établir auprès d'eux du chantage. Et donc on peut évidemment immédiatement faire le lien, que ce soit avec les mensonges du Covid, que ce soit avec les mensonges du réchauffement climatique. Il y a toute une série de scientifiques qui ont validé des mensonges aujourd'hui évidents, mais qui évidemment n'en avaient peut-être pas toute la liberté de la contestation. Il faut savoir que Epstein s'est particulièrement intéressé au clonage, s'est intéressé aussi aux modifications d'embryons.
qu'il a justement un échange significatif à ce sujet avec Brian Bishop. Brian Bishop est un être très connu dans le milieu du Bitcoin, à un niveau important. C'est aussi quelqu'un qui a mis en place un laboratoire, comme par hasard, en Ukraine, pour y mener des opérations, des expérimentations que l'on ne peut faire nulle part ailleurs, et il écrit à Epstein pour proposer à Epstein de financer ses recherches et son laboratoire en Ukraine. Il demande 9,5 millions de dollars. Epstein répond qu'il est prêt à financer intégralement les recherches et qu'il est intéressé par le clonage. Il faut savoir que dans tous les échanges, il y a par exemple une personne qui propose à Epstein et lui rappelle de lui avoir proposé un bébé de 6 mois. Là, les révélations, là, ça va au-delà de tout ce qu'on a pu imaginer. C'est effrayant, c'est effrayant. Vous avez aussi, pour montrer à quel point ce monde financier, politique, du showbiz est pourri jusqu'à la moelle. L'une des personnes aussi très proches d'Epstein, c'est Nicole Junkermann. Nicole Junkermann, c'est une riche femme d'affaires allemande. Elle a épousé un comte italien, pas n'importe qui, le comte Peretti, qui est le propriétaire il est un géant pétrolier, c'est la société IP très, très connue. Et c'est Epstein qui l'a fait rentrer chez les Young Global Leaders. Il y a toute une correspondance où Epstein va contacter ces réseaux qui peuvent influencer la cooptation chez les Young Global Leaders, et il obtient qu'elle entre chez les Young Global Leaders. Or, Nicole Junkermann, elle va faire des affaires financières très importantes avec Epstein, avec Ehud Barak, Premier ministre israélien. Ils vont notamment mettre en place une société d'achat d'armes de cybernétique. Qu'est-ce que c'est ? Ce sont des armes très avancées, donc des armes un peu expérimentales qui fonctionnent sur base des nouvelles technologies. Et donc, Nicole Junkermann propose à Ehud Barak d'investir dans une entreprise en armes cyberénergétiques. C'est notamment l'utilisation des ondes pour mener des opérations militaires. C'est par exemple quelque chose qu'il est probablement utilisé dans l'opération militaire au Venezuela par les troupes spéciales américaines pour aller chercher Maduro. J'imagine que Epstein, qui devait être gradé, mais c'était pas le plus gradé, c'était pas un maréchal si je devais faire la comparaison avec l'armée, qui devait être un lieutenant. J'imagine que tout ce qu'il a fait pour ses commanditaires, depuis sa mort, ces commanditaires ont dû perfectionner leur carnet d'adresse, perfectionner la technologie, etc. Bien sûr, on peut imaginer qu'évidemment, au fil du temps, on voit bien en tout cas qu'il a vraiment joué avec son milieu gagnant-gagnant. C'est-à-dire que tous ceux qui entrent en contact avec lui mettent à sa disposition le réseau et lui met à leur disposition ses réseaux. Il va notamment se flatter auprès de quantités d'hommes d'affaires de dire qu'il a son homme au comité Nobel. Et de fait, il avait bien Thorbjørn Jagland qui était président du comité Nobel. Il insiste fréquemment auprès des uns et des autres en fonction de leurs besoins pour dire « je peux t'arranger ça, je t'arrange avec un rendez-vous avec tel président ». Et il y arrive. Et il faut le dire. C'est pas juste un petit crâne. Hein. C'est pas du bluff. Il y arrive. C'est pas du bluff. C'est clairement ça. Et il faut souligner aussi qu'il y a un objectif géopolitique dans ces démarches. Autant il y a donc toute l'affaire mœurs, pédocriminalité, satanisme, autant d'un autre côté, il y a un vrai dossier géopolitique très important parce qu'il s'agit de jouer un rôle pour influencer des gouvernements et des partis politiques en faveur de leur adhésion au sionisme.
Est-ce qu'ils ont peut-être œuvré pour qu'il y ait la guerre entre Russes et Ukrainiens? Alors, en tout cas, il y a un échange entre Epstein et Ariane de Rothschild, au cours duquel ils disent « La situation en Ukraine peut être une très bonne affaire pour nous ». Donc on voit bien qu'une nouvelle fois, c'est la question de la spéculation sur une situation de guerre et sur l'appropriation des biens de l'Ukraine. Ça, c'est une évidence. Alors attends, on va passer à la seconde partie d'émission. Restez avec nous. D'autres choses vont être dites. Vous allez voir, c'est l'heure et demie de révélation. Voilà, on va tout révéler. Voilà. Allez, restez avec nous. Avant ça, une petite annonce. Merci à vous d'être si nombreux encore ce soir. Vous avez vu toutes ces révélations. Il y en aura encore d'autres et on va en faire encore plein. Moi, je pense à cette affaire-là, toutes ces affaires, on va les mettre en avant. Brigitte, Jean-Michel, Epstein, tout ça est lié. Les Rothschild, les Rockefeller, on va les mettre en avant. On va éclabousser l'état profond parce qu'il a besoin de ça. Mais avant ça, n'oubliez pas, Adhérez au Club Géopolitique Profonde, les plus grands, les meilleurs, les seuls, les uniques qui sont Xavier Moreau, Sylvain Ferreira, le maître du Logos et tous les autres. Et bientôt, je sais, bientôt aussi Alain Escada. Rejoignez-les, vous serez membre avec eux. Vous cliquez sur le lien ci-dessous, 7 jours d'essai gratuits. La carte or arrive dans vos boîtes aux lettres et la version audio en option. C'est en cliquant sur le lien ci-dessous. Allez, on continue. On continue les révélations. Alors, j'étais occupé sur le rôle géopolitique d'Epstein. Il faut avoir conscience que Epstein a vraiment eu pour objectif géopolitique d'influencer et des gouvernements et des partis politiques et des personnalités politiques afin de les faire adhérer à la cause sioniste, à la défense d'Israël. C'est notamment le cas avec Modi, le premier ministre israélien, le premier ministre indien, excusez-moi, oui, le premier ministre indien. L'Inde était traditionnellement un pays antisioniste. Et Epstein va faire jouer ses réseaux. Il va contacter les frères Ambani, ce sont des milliardaires indiens. L'un des deux est vraiment très très proche personnellement du Premier ministre Modi. Il va obtenir des rendez-vous avec différents personnages prônant l'adhésion au sionisme. Il va jouer aussi avec les contacts de Steve Bannon, pouvant également influencer la décision du Premier ministre indien. Et de fait, le Premier ministre indien, au bout de ses démarches, va se rendre en Israël et va établir des accords économiques et des accords diplomatiques avec Israël, qui étaient impensables encore quelques mois auparavant. Quant aux partis populistes ou de droite nationale, là encore, on voit bien comment Steve Bannon a été missionné pour que tous ces mouvements politiques qui, il y a encore 10 ans, 15 ans, étaient assez peu favorables à la défense d'Israël, se transforment tous en grands défenseurs d'Israël, se rendent en Israël, participent à des colloques, y compris à la Knesset, y compris devant Netanyahou. Est-ce que ça signifie aussi, parce que Steve Bannon, rappelez-vous, il a été patron du site Breitbart, qui était à l'époque un site très très visité, il a été proche de Trump, et Trump l'a éjecté. Oui. Je ne sais plus si c'est 1 an ou 2 ans après, je ne sais plus si c'est 2018 ou 2019, il a éjecté de la Maison-Blanche, alors que Steve Bannon, je me rappelle... Bannon est éjecté de la Maison-Blanche en 2016. Ou 2016. Et je me rappelle, Steve Bannon venait voir les Marion Maréchal et compagnie, et on lui déroulait le tapis rouge à l'époque. Exactement. 2017-2018, il fait la tournée de tous les partis populistes en Europe. Oui. Et à chaque fois, c'est intéressant, à chaque fois,
quasiment en direct, il envoie des messages à Epstein concernant toute sa tournée D'accord. parmi les partis populistes. Est-ce que ça veut dire aussi que peut-être ces partis populistes, et à l'époque, il y avait qui? C'était Marion Maréchal. Alors, il y a Marion Maréchal, il y a Marine Le Pen, Oui. il y a Jordan Bardella, il y a Matteo Salvini. Est-ce qu'il y a Zemmour, par exemple, des gens comme ça? Non, à l'époque, il n'y a pas encore D'accord. Zemmour. Donc, il rencontre les gens du Rassemblement National, du Vlaams Belang, de la Lega, de Fratelli Italia. Tous ces pays qui aujourd'hui de l'AfD. aiment l'Ukraine, Voilà. Tous, aiment Orban, voilà. le Fidesz, tous sont devenus des admirateurs d'Israël, Aussi. se rendent à des colloques soutenus par Benjamin Netanyahou. Donc il y a eu une vraie bascule. Et c'est intéressant, dans les échanges que l'on peut voir entre Epstein et Bannon sur ces sujets, à chaque fois qu'une opération est terminée, Bannon dit « ça y est, ils vont faire ce qu'on veut ». Et il écrit ça ainsi, hein. Ça y est, c'est fait, ils feront ce que l'on veut. Et à chaque fois, en fonction du personnage, Epstein dit c'est génial, épatant, formidable. Il faut savoir que cette tournée de Steve Bannon en Europe a été financée par Epstein. Qu'Epstein a même insisté pour qu'il fasse un check-up médical juste avant de faire la tournée pour être en forme, et lui écrit « Je paye tous tes soins médicaux, je paye tout, je t'organise tes voyages, et ta mission est vraiment importante. » Et même quand en 2018, Epstein commence à être rattrapé par la justice, il y a des échanges entre Epstein et Bannon, où Epstein dit à Bannon « Petit rappel, ta mission est la plus importante, ne te soucie pas de moi. » C'est vraiment, j'ai dit, c'est James Bond, c'est le patron du spectre qui oui, donne oui, oui. Ah, oui, oui, oui. ordre. Vous savez, il y a un moment, je sais pas, est-ce qu'on est en 2016, Bannon écrit à Epstein pour lui demander s'il a un nom à proposer pour prendre le contrôle de l'Union européenne. Et Epstein lui répond « J'ai un nom à te proposer, Miroslav Lajčák. » D'accord. Donc, qui est l'ancien ministre des Affaires étrangères slovaque, et qui a été le président de l'Assemblée générale des Nations unies en 2017-2018. Et Epstein répond dans un second mail sinon, je pense aussi à Kurz. Kurz, c'est Sebastian Kurz, l'ancien chancelier autrichien. Autrichien. Dont on dit qu'il serait un patriote, de droite, nationaliste, tout ce qu'on veut. Tout ça, c'est pipeau. Exactement. Et donc, tous sont tenus. Mais tous. On voit bien... Cette opération était parfaitement combinée. Epstein n'agissait pas dans ce domaine sans l'accord d'Ehud Barak. Et Steve Bannon n'agissait pas en Europe sans l'accord d'Epstein. Toute cette opération était parfaitement orchestrée pour transformer de l'intérieur la politique extérieure des partis populistes et mine de nationalistes. rien, elle a réussi cette Ça a opération. totalement réussi. Ça a totalement réussi. C'est parfaitement réussi. Tous, que ce soit Strache en Autriche, que ce soit le Vlaams Belang, que ce soit le Rassemblement National, que ce soit le Vlaams Belang, tous ont joué le jeu désormais d'aller en Israël. On va montrer quelques photos quand même, mine de rien, que tu m'as envoyé. Tiens, il y a un document, il y a ce document, ça c'est, faut le montrer. Le document, allez, celui-là déjà, allez. Celui-là, vas-y. Alors, donc ça, c'est une réunion organisée par Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein est debout, s'appuyant sur une chaise. Sur cette chaise, c'est Ehud Barak, l'ancien premier ministre israélien. Donc, vous voyez rien que dans la position des corps, la proximité, l'intimité d'amitié entre Epstein et Ehud Barak. Sur la droite, vous avez Woody Allen. Oui, ah oui. Le réalisateur Woody Allen, invité. Donc, qu'est-ce qu'il vient faire là ?
Pourquoi est-ce que à une réunion où il y a Ehud Barak, on fait venir Woody Allen? C'est vrai, Improbable. C'est pas un politicien, Non, Woody c'est Allen. pas- C'est voilà. un réalisateur, un comédien. Exactement. À côté, sur la gauche d'Ehud Barak, l'autre personnage en veston, c'est tout simplement Thomas Pritzker, le milliardaire qui est notamment propriétaire des hôtels Hyatt. C'est justement Thomas Pritzker qui, par exemple, a mis en contact Epstein avec des hommes politiques turcs. Ce monsieur de la même obédience que Woody Allen, Epstein et Ehud Barak? Hélas, voilà, les Oui. faits sont là. Voilà, Bon. les faits sont là. Les faits sont là. Et donc, Pritzker et Ehud Barak vont, avec Epstein, investir dans plusieurs projets financiers. Il faut savoir, en fait, que au départ, Jeffrey Epstein, comment fait-il sa fortune? Comment commence-t-il à être dans ce milieu de la finance et du monde politique? Oui, parce qu'il y a une sorte de trou un peu. On sait qu'il était prof de maths, mais après, on ne sait pas trop ce qu'il a fait. Voilà. Alors qu'en fait, il y a deux mécènes principaux qui vont l'amener à gravir très rapidement les échelons. Le premier, le plus important au niveau de l'apport financier, c'est le milliardaire Leslie Wexner. Alors Leslie Wexner, c'est par exemple le patron de la lingerie Victoria's Secret. C'est aussi, et c'est peut-être ça qu'il faut souligner, l'un des cofondateurs du Mégagroupe. Le Mégagroupe, c'est un organisme quasiment secret de multimilliardaires israéliens. Vous retrouvez dans ce méga-groupe Charles Bronfman, Ronald Lauder, la société Lauder, les cosmétiques. Vous retrouvez Ronald Lauder qui est non seulement patron des cosmétiques Lauder, mais qui est aussi président du Congrès juif mondial. D'accord. Vous retrouvez dans le méga-groupe Max Fischer, qui est le fondateur de la République Jewish Coalition, donc le mouvement juif au sein du Parti républicain aux États-Unis. Et donc, dans le méga-groupe, il y avait aussi Robert Maxwell, le père de Ghislaine Maxwell, donc magnat de la presse, mais aussi agent du Mossad. Dont Le Point a dit qu'il était KGB. Alors, ça, C'est très fort. Ça, c'est génial, ça. Voilà, c'est très très fort. Voilà, Et donc, Leslie Wexner, qui est donc l'un des cofondateurs du mégagroupe, ce mégagroupe, il faut dire aussi qu'il est vraiment très lié aux agences de renseignement israéliennes. Donc, par exemple, ils vont multiplier des financements des services israéliens. Et donc, Leslie Wexner du mégagroupe va être le premier mécène d'Epstein. Et ensuite, le deuxième à faire monter Epstein dans l'ascenseur social, c'est Ehud Barak, l'ancien premier ministre. D'accord. Israélien. On va montrer une deuxième photo, celle-ci. Ouais, voilà, là vous voyez Avec M. Bannon. Face à Jeffrey Epstein, vous voyez Steve Bannon. Donc Steve Bannon, que beaucoup ont cru être un Américain rassembleur des patriotes et nationalistes occidentaux, et Steve Bannon qui donc a bossé de bout en bout pour les intérêts de la défense d'Israël. Tout simplement. Steve Bannon, pourtant, est protestant. Alors, Steve Bannon, oui, mais vous avez tout ce courant messianique évangélique qui, en fait, croit qu'il n'y aura pas de salut sans, justement, le développement du grand Israël. Et donc, Steve Bannon fait partie de ces-là. Steve Bannon, il faut se rappeler qu'il a participé notamment au grand congrès de ce qu'on appelle les chrétiens sionistes aux États-Unis. Qu'est-ce que c'est ? C'est une organisation protestante, messianique, qui donc prétend qu'il n'y a pas de salut pour les chrétiens protestants sans le salut d'Israël. D'accord. On voit quand même la surcharge du décor. Hein. Oui. On sent que c'est américain. Oui. Voilà. Sur la cour du roi, on n'aurait pas eu ça. Hein. Peut-être en République aujourd'hui, mais bon.
Allez, troisième photo qu'on va montrer. Voilà, celle-ci. Alors là, c'est un échange de mails. Alors, on ne sait pas à qui écrit Epstein. Les noms ont été surlignés en noir par la justice américaine pour que ce ne soit pas jeté en pâture au grand public. Mais la petite phrase tout en bas, c'est Epstein qui écrit à son interlocuteur en lui envoyant le lien d'une vidéo de torture, et il dit bien « J'ai beaucoup aimé cette vidéo de torture. J'ai beaucoup aimé cette vidéo de torture. » Donc, voilà, c'est... Il y a deux choses. Soit, pour regarder ce type de vidéo, soit on est dérangé, soit on travaille avec le malin, soit les deux. Oui, tout à fait, bien sûr. Et au-delà de ça, il y a évidemment tout le chantage qui s'exerce à partir du moment où on sait que tout ce qui s'est fait sur l'île d'Epstein était filmé, et dans les différentes propriétés d'Epstein. Et que donc, ça a servi à qui ? Ça a servi effectivement à des services. Et ces services, qui sont-ils ? Qui seraient-ils autrement que le Mossad ? Mossad et CIA aussi peut-être ? Alors, on peut penser que la CIA en a partiellement profité, comme elle a profité des scandales de Puff Diddy. Mais disons que le grand bénéficiaire, il est Israël. Et d'ailleurs, il y a un élément entre les États-Unis et Israël qui est très symptomatique. C'est il y a quelques mois, quand un tribunal ose poursuivre en justice Benjamin Netanyahou, un tribunal israélien entame une procédure pour dénoncer la corruption de Netanyahou. Le lendemain du début de cette procédure, Donald Trump intervient pour dire publiquement, si ce procès ne s'arrête pas immédiatement, je coupe toutes les subventions à Israël. Et dans la foulée, tout s'arrête. Pourquoi est-ce que Trump agirait de la sorte s'il n'y a pas ce besoin de deal permanent ? On a une photo qui est très intéressante. Celle-ci. Alors là, c'est donc Epstein face à son ancien avocat Alan Dershowitz. Alors ça, là aussi, c'est un personnage... Qui est-il ? Savoureux. Alors, Dershowitz a été a fait l'objet de plaintes pour viol et sur des mineurs. Alors notamment l'une des filles qui a porté plainte contre lui a ultérieurement retiré sa plainte et est aussi décédée dans des circonstances très curieuses. Comme il y en a beaucoup dans ce genre de contexte, c'est-à-dire des gens meurent de façon tout à fait inattendue et on les retrouve décédés chez elles, on écrit que c'est un suicide alors que la personne la veille encore sur ses réseaux sociaux écrivait « Je ne suis pas suicidaire », mais on la retrouve le lendemain suicidée, entre guillemets, et on dit « c'est un suicide, tirez-la ». D'ailleurs, cette dame a eu un accident de voiture qui était assez bizarre. Voilà, il y a comme ça quantité... Oui, préalablement, elle avait eu même 2 accidents de voiture, si ma mémoire est bonne. Alors, hallucinant. Alan Dershowitz, donc, c'est l'un des avocats donc, d'Epstein, mais lié à des soirées, des fêtes chez Epstein. Il a notamment bénéficié aussi parfois de l'appartement d'Epstein, par exemple à Paris, pour y être seul avec les jeunes filles. Il y a des échanges à ce sujet donc dans les Epstein Files. Il y a un moment où, c'est extraordinaire le culot de ces gens, il y a un moment où Dershowitz traite une victime des réseaux Epstein d'antisémite parce qu'elle a parlé des Rothschild. Ça suffit. Mais lui, par contre, dans un autre entretien, dit « J'ai été présenté à Epstein par Lady et Lord Rothschild ». Donc selon qui parle des Rothschild, c'est antisémite ou ça ne l'est pas. Mais voyez, sachant qu'en plus, Epstein m'a l'air un peu raciste quand même. On ne peut pas dire beaucoup, parce qu'il insulte beaucoup les Noirs. Oui.
et tous ceux qui ne sont pas juifs. Ah ben là, il y a quelques citations qui sont assez rudes. Dans un mail d'octobre 2009, Epstein évoque la façon dont les Juifs gagnent leur argent en vendant à découvert et en pariant sur les crashs boursiers. Et il développe, et il dit, je cite, « C'est ainsi que les Juifs gagnent leur argent. Laissons les goïms s'occuper du monde réel, ironise-t-il. » Et puis dans un autre mail, il écrit « Les goïms sont nés seulement pour nous servir, sans ça ils n'ont aucune place, aucune utilité dans le monde, seulement pour servir le peuple d'Israël. » C'est Epstein qui écrit ça. C'est Epstein il dit qui ça à écrit qui on ça. sait ou pas? Non. Là, à chaque fois, les noms sont effacés. Il faut aussi se souvenir... C'est assez croustillant aussi. Il y a un échange le 31 décembre de 2018 entre Ariane de Rothschild et Epstein. Et Ariane de Rothschild écrit à Epstein « Les Rothschild, Epstein et Gutmann ont aidé Hitler quand il était dans la misère. Je pensais que tu trouverais ça amusant. » Et Epstein répond « Mais oui, etc. » Et ça aussi, les Allemands, ça ne venait pas par hasard. On sait qui avait financé à l'époque. Mais donc, en fait, ce qui est extraordinaire dans cette affaire Epstein, c'est qu'on voit vraiment l'emprise globale d'un état profond. D'un état profond qui a relié quasiment toutes les élites de la planète, à quelques exceptions. Donc la Russie fait exception, la Chine fait exception. Mais on trouve des ramifications dans tous les pays occidentaux et on trouve des ramifications dans des pays musulmans, dans les pays d'Amérique latine, en Asie. C'est consternant de voir à quel point... Pourquoi il faisait ça? Évidemment pour corrompre, évidemment pour de la géopolitique, mais est-ce que, et là je vais parler d'une manière un peu plus spirituelle, biblique peut-être, est-ce que l'objectif de tous ces gens, de tous ces satanistes, c'est aussi préparer l'arrivée de l'Antéchrist? Alors, on peut le penser, on ne peut pas l'affirmer, il n'y a rien dans les documents qui vient l'attester de manière définitive, mais évidemment, on ne peut pas omettre que s'il y a sacrifice d'enfants, il y a une démarche sataniste. Ça va de pair, c'est toujours lié. Alors après, il y a toute une série de mails aussi d'Epstein qui traitent du christianisme pour s'en moquer, pour l'attaquer. Ceci dit, Epstein avait aussi un passeport du Vatican. Epstein ça démontre que le Vatican est quand même vérolé. Par la banque du Vatican. Epstein, on se rappelle ce scandale de la banque, bien sûr, Montepaschi. Et ils en parlent d'ailleurs. Epstein avait aussi un faux passeport autrichien. Ghislaine Maxwell avait une carte de presse internationale, accordée par la Fédération internationale des journalistes. Oui, les ramifications sont multiples. Mais donc, évidemment, Epstein donc, va parler à plusieurs reprises dans ses échanges de façon très hostile au christianisme. Il va échanger des mails avec l'artiste blasphématoire Andrés Serrano. Il faut se souvenir que Andrés Serrano, c'est le fameux Peace Christ. C'est ces œuvres particulièrement blasphématoires, et il y en avait pire encore que ce qu'on a appelé le Peace Christ, c'est-à-dire une représentation photographique d'un crucifix plongé dans un bocal d'urine du soi-disant artiste. Et donc, Jeffrey Epstein échange avec Andrés Serrano sur le Peace Christ et sur le fait que cela choque les catholiques et commande une œuvre de Serrano. Epstein aussi, à un moment, ironise avec l'un de ses interlocuteurs sur le fait qu'une de leurs victimes, tient le coup parce qu'elle a la foi. Et ils ironisent de façon odieuse, lui et son interlocuteur, à ce sujet. Epstein lui disant la prochaine fois que tu l'as dans son lit, dis-lui que tu es Jésus. Jusqu'où va-t-on? Ces gens sont abominables de bout en bout, vraiment. Ce sont donc,
Oui, il y a du satanisme. Oui, il y a du cannibalisme. Oui, il y a de la torture. Oui, il y a du sacrifice d'enfants. Oui, il y a de la géopolitique au service d'Israël. Oui, il y a du chantage. Oui, il y a la manipulation Covid. Il y a les échanges entre Epstein, Bill Gates et d'autres investisseurs, notamment avec Mary Erdous, PDG, directeur gestion d'actifs de JP Morgan, avec Boris Nikolic, ancien conseiller scientifique de Bill Gates. Ils vont parler en 2011 déjà, et puis en 2017, de la façon de gagner beaucoup d'argent avec une pandémie. Et ils vont mettre en place tous les outils pour gagner beaucoup d'argent en pariant sur les pandémies, en mettant en place des sociétés de vaccination, etc. Ils en parlent vraiment ouvertement. Il y a tout ce qui concerne la crypto-monnaie. Epstein est très féru de crypto-monnaie et a visiblement aussi très fortement infiltré ces milieux-là. Le Bitcoin, les blockchains, il est vraiment à fond là-dedans. Il y a tout ce qui concerne l'espionnage, bien sûr, il y a tout ce qui concerne le clonage, il y a tout ce qui concerne également donc les armes cyber-énergétiques, il y a tout ce qui concerne les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle. Il y a beaucoup d'échanges à ce sujet avec des patrons de ces entreprises d'intelligence artificielle, de nouvelles technologies. Il y a évidemment Palantir. Palantir, je rappelle, c'est cette société fondée par Peter Thiel, le fameux adepte de la parabiose hétérochronique, de la consommation de sang jaune, donc, Peter Thiel va, à la demande d'Epstein et de Nicole Junkermann, la femme d'affaires dont je vous ai parlé précédemment, entrer en contact avec Ehud Barak pour que Israël signe les contrats avec Palantir, pour notamment que Palantir désigne les cibles de l'État israélien. Je rappelle que notamment la fameuse opération de beepers qui ont explosé dans le cadre des hommes du Hezbollah, c'est une opération désignée par Palantir. C'est Palantir, c'est le système Palantir qui a désigné les noms des cibles. On a encore une photo qu'on va montrer de Madame Pamela Bondi. C'est justement donc la magistrate Pamela Bondi. Elle ouvre donc son classeur et on voit une page donc de son dossier. Et la photo suivante, c'est un gros plan sur cette page. Je ne l'avais pas donné. Excuse-moi, voilà, il n'y a que cette photo. Bon, peu importe. Alors, donc en tout cas, le zoom, je n'ai pas fait le zoom. Donc il y a moyen de zoomer sur ce document. Et en fait, ce sont quelques lignes. Donc faites-le vous, avec YouTube, vous pouvez zoomer avec vos doigts, vous faites comme ça, vous regardez. Vas-y. Ce sont quelques lignes particulièrement symptomatiques de la cruauté. Donc en fait, ça fait référence pour elle à différentes pièces du dossier. La première ligne, c'est l'annonce qu'il y a un enfant brésilien de 9 ans qui vient d'être livré, il est sexy. Et ainsi, ce sont tous des éléments jusqu'à la dernière ligne sur la vidéo de torture. Voilà. Donc, Pamela Bondi a rassemblé en une page avec quelques têtes liées à ces échanges. Des têtes sont malheureusement cachées, mais en tout cas, elle, visiblement, elle sait bien qui sont les destinataires de ces mails, y compris de la vidéo de torture, y compris de l'arrivée d'un petit garçon de 9 ans. Il faut, voilà, c'est vraiment, là on est vraiment dans la démonstration que on est dans le sacrifice d'enfants, on est dans l'abomination la plus abjecte. Je voulais te montrer aussi, merci pour cet exposé qui est vraiment... Là, vous avez tout eu, c'est énorme. Mais je vais te montrer quand même un petit bout d'un reportage
qui est sur Epstein. Je suis parti voir les gens 6 mois après, parce que j'avais fait un reportage sur Epstein il y a 6 mois, et bon, les gens, visiblement, s'en fichaient à l'époque. Après les révélations, je suis parti revoir les gens au même endroit. Ah oui. Voilà, au même endroit. Et je vais te montrer 30 secondes de ce reportage. Vous verrez le reportage dans son ensemble sur GPTV Investigation. Allez le voir. Écoutez ça, et je n'ai pas choisi les gens, je les ai pas influencés, j'ai pas coupé. Non, regardez bien. C'est les techniques de l'espionnage russe. Vous pensez que c'est les Russes? Ah bah au départ, la technique d'espionnage russe, c'est toujours de foutre une nana dans les bras d'un mec pour après le faire chanter, le tenir un peu par les couilles, quoi. Je pense que c'est tous les... comment ça s'appelle? Facebook et compagnie. D'accord. Je pense que c'est ça, les médias... C'est les réseaux sociaux? Ouais, je pense que c'est... À cause d'eux? Je pense que c'est ça, c'est... Jacques Lang, c'est un fait avéré. Il allait au Maroc, des fois, un petit peu taper là-dedans. Bon, au Maroc, le Maroc, c'est le Maroc. Lui, il a ce vice en lui. T'as vu quand même, je déconne pas. C'est les Russes. Ouais. C'est les réseaux sociaux. C'est à cause de Facebook. Mais bon, ça va. Le Maroc, ça va. Je les ai pas influencés. Je leur ai dit, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà ce que les gens me répondent. Ah mais quand même, hein. Est-ce que les gens ne sont pas... je sais pas, est-ce que dans l'injection, il n'y a pas eu de l'ARN dans leur tête? Je comprends plus rien en fait. L'influence de la télévision et des médias mainstream reste encore trop prépondérante, en fait. Nous voyons l'influence de réseaux, de médias alternatifs, et GPTV fait un travail formidable dans ce domaine, tout à fait exceptionnel, que je salue vraiment avec admiration, mais nous sommes encore une minorité, et il faut encore vraiment continuer à réinformer les gens. Il y a un gros travail. Alors je pense aussi que malgré tout, il y a une question de génération. Dans les gens que tu as interrogés là, je pense que c'est la génération télé. Et si l'on prend plutôt des gens qui ont entre 16 et 25 ans, ce sera plutôt la génération. C'est vrai qu'il y a une jeune fille de 25 ans qui était très choquée par les révélations Epstein. Ça, c'est vrai. Ça, pour le coup, il faut le dire. Donc, allez vraiment sur ce reportage, allez voir. Mais tu as raison. Tant que nous tous, et je ne parle pas que de géopolitique profonde, mais que Toxin, TVL, je sais pas moi, Idriss Aberkane, etc., n'avons pas chacun 2, 3, 4 millions d'abonnés, bien sûr. Ça ne fonctionnera pas. Bien sûr. On travaille pour ça d'ailleurs. Bien sûr. Oui, tout à fait. C'est un travail essentiel. On ne gagnera jamais la bataille si l'on n'a pas d'abord gagné les intelligences en les réinformant. C'est une évidence. Et toi, tu le sens qu'avec Civitas International, vous commencez à gagner justement cette bataille? Alors, on avance dans la bataille des idées. C'est-à-dire que nous voyons bien que, au départ, lorsque Civitas International a démarré, nous nous adressions d'abord à un public de catholiques. Aujourd'hui, nous nous adressons à un public beaucoup plus élargi. Nous avons beaucoup de gens qui sont en cheminement spirituel, de gens qui ne sont pas catholiques du tout, mais qui en fait se posent beaucoup de questions et considèrent que notre analyse des faits, notre analyse des événements, notre jusqu'au boutisme, notre intransigeance, notre combat acharné du nouvel ordre mondial, notre dénonciation du satanisme et des forces occultes, nous rend un interlocuteur sympathique. Et donc on voit bien, oui, que je le vois dans la rue, je le vois dans les gens qui s'adressent à moi dans le métro, dans la gare, dans les boutiques, dans les restos, de plus en plus de gens qui n'ont absolument pas le profil du catholique tradi, mais qui suivent notre travail et qui nous encouragent à continuer. Mais c'est grâce notamment aussi à toi, au travail de GPTV, au fait que tu m'invites. Moi j'appelle justement les TV, les Toxins, Radio Courtoisie, Ligne Droite, etc. Inviter Alain Escada, mais vraiment. Hein, avec grand plaisir, en plus, vraiment avec grand plaisir. Il faut inviter, regardez ce travail fait, je veux dire, c'est pas l'Express ou Le Point qui le fera. C'est certain, et c'est des jours de travail, mais qui me semblent absolument nécessaires pour comprendre ce qui dirige le monde en ce moment.
Les prochaines actions de Civitas International? Oh, les prochaines actions, ben, nous allons essayer d'organiser des événements locaux et de travailler avec des associations locales. Je suis invité dans les prochains mois à prendre la parole par différentes associations locales, différents cercles, différents mouvements. Et donc là aussi, je répète, les associations extérieures qui ont envie de m'inviter, évidemment, c'est avec grand plaisir que je répondrai à leur invitation. Le mensuel aussi? Alors, là, c'est un trimestriel. Trimestriel. C'est un trimestriel qui n'est pas, qui est indépendant. Celui sur Satanisme était excellentissime. Hein. Donc, c'est la revue. On en avait d'ailleurs fait une émission, c'était vraiment. C'est la revue Caritas, donc qui est indépendante de Civitas International, mais dans laquelle j'écris et pour laquelle je participe au comité de rédaction. Et donc, la revue Caritas est sortie, le nouveau numéro, mais pas encore, je n'en avais pas encore en main pour te l'apporter. Et justement, le thème du tout nouveau numéro, c'est la tentation sioniste. Ça rejoint évidemment en partie tout ce dont nous avons parlé aujourd'hui. Comment faire pour adhérer à Civitas International? Alors, allez sur le site internet Civitas International et vous trouverez les différentes possibilités d'adhérer, de faire un don, de vous proposer dans le cadre du militantisme aussi. Et puis bien sûr, inscrivez-vous à tous nos réseaux sociaux. Alors il y a les pages Telegram, X, Facebook d'Alain Escada, de Civitas International, les chaînes YouTube, VK, Odyssée. Voilà, nous essayons de couvrir l'ensemble des réseaux et effectivement, eh bien, c'est un encouragement précieux de voir les gens s'abonner. Ça ne coûte rien, mais c'est utile que nous ayons de plus en plus d'abonnés sur nos chaînes Telegram, X, YouTube, etc., etc. Abonnez-vous à Civitas International, achetez aussi le trimestriel Caritas. Caritas, j'imagine qu'il est excellent, je l'ai pas encore lu, mais je vais le lire de ce pas. Merci à vous d'avoir été si nombreux, vous avez appris énormément de choses. Voilà, la tentation du sionisme, donc allez-y, abonnez-vous. Merci à vous d'avoir été si nombreux, n'oubliez pas d'adhérer au club Géopolitique Profonde, vous cliquez sur le lien ci-dessous, 7 jours d'essai gratuit, la carte or, la carte gold et bien entendu la version audio, vous serez membre avec le maître du logo, Sylvain Ferras, Xavier Moreau et tous les autres. Merci à vous d'avoir été si nombreux. Je vous retrouve dans une demi-heure sur le TikTok Live. À tout à l'heure, TikTok Live. Mike Borowski, allez, à tout de suite. Pardon, monsieur, je suis confus, j'ai égaré mon briquet. On a aussi tendance à jouer avec le feu. Google, qui est une création de la CIA. L'équipe de Géopolitique Profonde vous donne le meilleur de l'actualité brûlante. Mais en échange, on veut un geste de votre part. Merci de ce geste d'amour, on vous le rendra.